Je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole pour vous présenter le point de vue d'un microbiologiste médecin et qui se soucie en permanence des malades et des prélèvements et détecter et rechercher les thérapeutiques pour traiter les malades. Actuellement, on a un gros souci à l'hôpital parce qu'il y a de nouveaux défis de la résistance bactérienne et notamment, on est dans une situation un peu difficile puisque le nombre de nouveaux antibiotiques est en train de chuter de manière considérable. L'industrie pharmaceutique se désengage complètement alors que vous voyez en rouge, la résistance bactérienne augmente de manière croissante. Diapositive suivante. Je vous rappelle juste quelques principes de comment on arrive à la résistance bactérienne. Quand un sujet est contaminé par une bactérie pathogène sensible aux antibiotiques, il va devenir le plus souvent malade, il va disséminer des bactéries, ces bactéries pathogènes sensibles chez différents autres patients, chez différents autres sujets. Il va ensuite, quand il est malade, évoluer soit vers le décès, soit guérir spontanément. Ça, c'est l'évolution naturelle de l'infection bactérienne. Diapositive suivante. Mais le médecin est là. Diapositive suivante. Le médecin est là et va essayer de, effectivement, par un traitement antibiotique, essayer de favoriser le passage de la maladie à la guérison. Diapositive suivante. Mais comme toujours, quand on utilise des antibiotiques, quand on utilise un médicament, il y a bien des effets secondaires. Pas des effets secondaires uniquement liés aux médicaments. Et là, c'est des effets secondaires liés au fait que nous, on est essentiellement fait de bactéries. Et les antibiotiques vont avoir un effet sur les bactéries pathogènes, c'est le but recherché, mais également sur les bactéries commensales, celles qu'on porte sur nous. Diapositive suivante. Voilà schématiser les différentes flores commensales qu'on a sur nous. Vous avez la flore cutanée, la flore ORL, vaginale, digestive. Ceci représente 100 000 milliards de bactéries chez un homme. On a 10 fois moins de cellules eucaryotes, de cellules humaines, que de bactéries. Diapositive suivante. Et vous voyez là, on a 10 puissance celle qui, effectivement, a le plus de bactéries, c'est le tube digestif, où il y a 10 puissance 4 bactéries, 14 bactéries dans ce tube digestif. Essentiellement fait d'anaérobie, mais également d'entérobactéries, dont vous connaissez au moins un de ses représentants, qui est Escherichia coli. Escherichia coli, qui est effectivement une bactérie commensale, qui n'est pas du tout pathogène, de temps en temps peut devenir pathogène quand elle acquiert des gènes de virulence, mais le plus souvent fait partie de notre flore et il faut la préserver, je dirais. Et vous avez quelques entérocoques. Mais vous voyez, le rapport entre les anaérobies et les entérobactéries, il y en a 10 puissance 12 à 10 puissance 14, alors qu'il y en a 10 puissance 8 entérobactéries. Et cette flore est relativement stable. Et elle permet justement de faire un effet de barrière aux bactéries éventuellement pathogènes. Diapositive suivante. Si on revient dans notre schéma, l'utilisation des antibiotiques sur ces flores, notamment la flore digestive, aura pour conséquence de sélectionner des bactéries résistantes, non pathogènes, des bactéries commensales, non pathogènes, elles vont devenir résistantes. Elles vont allègrement, diapositive suivante, allègrement disséminer de manière invisible, puisqu'elles ne sont pas pathogènes, de sujet à sujet. Diapositive suivante. Mais de temps en temps, il y a un événement génétique qui peut avoir lieu, c'est-à-dire que la résistance de cette bactérie non pathogène va passer à une bactérie pathogène. Et la bactérie pathogène va devenir pathogène résistante. Diapositive suivante, et va allègrement disséminer, contaminer un patient qui va avoir donc une bactérie pathogène résistante aux antibiotiques, va donner une maladie qui va être difficile à traiter. Les bactéries vont diffuser et donner éventuellement des cas secondaires. Diapositive suivante. Si on schématise rapidement, donc on peut aboutir à des bactéries résistantes, soit directement parce que les antibiotiques ont sélectionné
des bactéries résistantes dans le site infectieux. Mais là, en fait, c'est un événement rare, parce qu'il y a très peu de bactéries dans le site infectieux, et c'est toujours un seul mécanisme, des mutations. Et ça touche uniquement le patient malade. Par contre, diapositive précédente, par contre, sur les flores commensales, les antibiotiques en effet indirects, il y a plusieurs centaines d'espèces de bactéries présentes dans ces flores commensales. Leur nombre est important, et par contre là, les mécanismes ne sont pas uniquement des mutations, mais parfois des sélections de bactéries ayant des gènes de résistance qui peuvent être transférés. Et là, ça concerne tous les sujets qui vont être traités par des antibiotiques, notamment les sujets qui vont être traités par des antibiotiques dans les périodes hivernales, où les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Et les infections virales, il ne faut surtout pas les traiter par des antibiotiques, parce que la conséquence va être de sélectionner des bactéries commensales résistantes dans le tube digestif. Diapositive suivante. Alors nous, on n'est pas resté dans notre hôpital, on a essayé de voir un peu ce qui se passe en dehors de notre hôpital. Et c'est bien pour ça que je suis ici. Les bactéries résistantes, on a essayé de les rechercher dans des fruits et légumes, 10 fruits et légumes qu'on est parti chercher à Rungis tous les 15 jours. Les fruits et légumes les plus souvent consommés crus en France. Et on a fait une étude, on a essayé de regarder les bactéries résistantes, notamment un seul type de bactéries qui nous intéresse, les bacilles à gram négatifs, dans les fruits et légumes. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que la prévalence de la résistance, c'est sur le schéma qui est indiqué en haut. Vous avez les différents antibiotiques qui ont été testés. Il y a certains antibiotiques où la prévalence est très faible, comme la... Vous n'avez pas de pointeur ? La ciprofloxacine, non, un pointeur. Non, c'est pas grave. La ciprofloxacine, vous voyez, c'est une fluoroquinolone. La prévalence est très faible, mais par contre, quand vous voyez les autres antibiotiques, la prévalence de la résistance dans les 10 fruits et légumes les plus souvent consommés crus est assez élevée, elle est autour de 60%. Et la densité des bactéries résistantes, elle est ici autour de 80% pour certains antibiotiques. Ce qui est important, c'est qu'on a fait une comparaison entre les fruits bio et les fruits de culture conventionnelle. En fait, on ne trouve aucune différence. On avait eu quelques craintes sur les fruits bio, puisqu'à Rungis, ils étaient remplis de terre. Et de toute façon, nous, on ne lavait pas les fruits, on les prenait bruts. Et on n'a pas de différence entre la résistance qu'on trouve dans les produits bio vis-à-vis des produits non bio. Diapositive suivante. Par contre, on a retrouvé dans ces produits bio ou non bio des bactéries qui avaient un mécanisme de résistance, dont on va parler tout à l'heure, un mécanisme de résistance qui hydrolyse, en fait, qui détruit toute une gamme d'antibiotiques qui s'appellent les bêta-lactamines. Et ces bactéries, par contre, ce sont des bactéries de l'environnement qui n'infectent pas l'homme, qu'on retrouve très rarement chez l'homme. C'est des bactéries qu'on dit environnementales, mais qui avaient des mécanismes de résistance assez larges. Et d'ailleurs, probablement, la majeure partie des mécanismes de résistance qu'on sélectionne dans la nature, qu'on sélectionne en fait chez les patients, viennent à l'origine de la nature. Diapositive suivante. Et cette confirmation, en 2005, nous on a fait une étude en 2005. En 2011, des Américains ont fait une étude sur des épinards et ont retrouvé, comme nous, aucune différence entre les cultures bio et conventionnelles. Ils ont également retrouvé ces bactéries avec ces mécanismes de résistance, mais un mécanisme de résistance dont je vais vous parler tout à l'heure et qui est très important parce qu'il est pandémique dans le monde et qui nous fait des gros soucis à l'hôpital, et ce sont des bêta-lactamases à spectre élargi. Diapositive suivante. On est aussi sorti des fruits et légumes et on a regardé les animaux sauvages et les animaux jusqu'aux animaux en ferme et les animaux domestiques. Vous avez en abscisse donc les différentes populations où on a regardé, à la fois l'homme et les animaux, et en ordonnée, vous avez le score de résistance. Quand on est effectivement à droite sur la diapo, ce sont des sujets sains, on a regardé dans leur selle, c'est des sujets sains, la résistance, elle est de environ 18, près de 20%. Et plus on s'écarte de ces sujets sains, et si on va chez des animaux sauvages au Gabon et en Antarctique, il n'y a quasiment aucune
résistance dans leur tube digestif. Et vous avez ici un gradient en fonction des contacts avec les animaux. En gris et en noir, c'est des mécanismes de résistance qui permettent de voir qu'il y a un transfert. En fait, c'est des navettes qui permettent de transférer les gènes de résistance. Et ces navettes, on les voit apparaître que chez les animaux, à partir des animaux de ferme, et plus on s'éloigne, on les voit apparaître ensuite chez les chevaux. Diapositive suivante. Si on récapitule sur une famille d'antibiotiques qui sont les bêta-lactamines, dont vous connaissez sûrement les noms comme l'ampicilline, l'amoxicilline, on a plusieurs catégories en fait de bêta-lactamines. Jusqu'au plus simple avec l'amoxicilline, avec des antibiotiques, vous voyez les 4 classes qu'on a, 4 catégories. Et à l'hôpital, les catégories qui ont un spectre large, ce sont les dernières catégories. Diapositive suivante. Alors, il faut savoir que les bactéries fabriquent en fait des bêta-lactamases qui détruisent ces bêta-lactamines. Ça peut être des bêta-lactamases qui touchent une catégorie, diapositive suivante, une deuxième catégorie, doucement, troisième, et là, la dernière catégorie que vous voyez là, à spectre élargi, va déjà toucher 3 catégories de ces bêta-lactamines. Et il restera enfin que la dernière catégorie. Ces enzymes-là que les bactéries fabriquent, diapositive suivante, sont très importantes. C'est des bêta-lactamases à spectre élargi. Pendant longtemps à l'hôpital, et là ce sont des données hospitalières de l'assistance publique des hôpitaux de Paris par année, et vous avez le pourcentage des espèces qui portent ces bêta-lactamases. À l'assistance des hôpitaux de Paris qui regroupent donc tous les hôpitaux hospitalo-universitaires de Paris, on a vu, on le connaissait ces bêta-lactamases à spectre élargi en 1995. Depuis 1995, on les avait vus, et ce sont on les retrouvait dans des entérobactéries, mais qui étaient essentiellement à l'hôpital, qui diffusaient très rarement à l'extérieur de l'hôpital. Ce sont les Klebsiella pneumoniae. Et elles ont doucement diminué, probablement par différentes mesures de contrôle d'antibiothérapie et d'hygiène. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est diapositive suivante. Ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait une espèce qui commençait à héberger, et une espèce que je vous répète encore, Escherichia coli, qui fait la une de l'actualité, mais que nous avons tous dans notre tube digestif ici, Escherichia coli commensale, pas pathogène comme dans l'actualité. Les Escherichia commensales, on n'a pas vu apparaître à l'hôpital, on n'a pas bien fait attention, et on a vu augmenter, vous voyez la flèche rouge, si on trace une moyenne, on voit augmenter de manière considérable ces Escherichia coli avec ces bêta-lactamases à spectre élargi. Ça a été un phénomène complètement nouveau, qu'on n'a pas bien fait attention en 2000-2001, et maintenant qu'on est confronté de manière importante. Diapositive suivante. Et en fait, elle porte, ces Escherichia coli, des enzymes qu'on retrouve partout dans le monde, et qui sont des bêta-lactamases à spectre élargi. Ces enzymes, ce sont, pour le nom, des CTXM. Et elles diffusent partout dans le monde, comme vous voyez ici, en rouge, elles sont même endémiques, voire sporadiques dans certains pays. Il manque l'Afrique parce qu'on n'a pas du tout de données en Afrique. Mais en Europe, il y en a énormément. Diapositive suivante. Et c'est très important parce que ce n'est pas en fait l'hôpital qui a créé ça. On ne sait pas bien où ça a été créé, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça vient de la communauté. De la communauté, c'est-à-dire nous. Nous, on n'est pas malades, on ne va pas à l'hôpital, sauf moi, ou quelques-uns qui sont ici. Mais elles sont venues de la communauté. D'habitude, c'est l'hôpital qui fabrique des monstres, mais les monstres, finalement, ne sortent pas tellement dehors de l'hôpital, ou très peu. Mais les monstres, là, actuellement, sont venus de la communauté et diffusent de manière insidieuse, puisqu'on est fait de bactéries, et diffusent dans la communauté. Pour l'instant, en France, la prévalence est encore faible de portage de ces bactéries-là, autour de 5%, mais il y a des pays où on a commencé à faire des études, nous, à l'entrée aux urgences de différents pays, où on atteint 50%. C'est énorme. Et surtout, le deuxième caractère très important, c'est que c'est chez une bactérie commensale qu'on porte tous, Escherichia coli. Diapositive suivante. En dehors de ça, on voit apparaître, et là on est encore plus alarmé, diapositive suivante, des enzymes qui viennent hydrolyser toutes les bêta-lactamines. Et ces enzymes, on les appelle les carbapénémases,
Diapositive suivante pour rester dans les 10 minutes. Vous avez différentes classes de carbapénémas. Vous avez dû sûrement en entendre parler d'une qui a fait la une des journaux en Angleterre, où ils ont été regardés chez des Pakistanais, en fait, ou des Indiens qui étaient en Angleterre. Ils ont retrouvé ces souches, ces carbapénémas, qui étaient en fait multirésistantes, parce que généralement, quand elles sont résistantes aux bêta-lactamines, elles sont résistantes aussi à d'autres antibiotiques. Ce sont les fameuses NDM1. Mais à l'hôpital actuellement, ce qu'on voit nous apparaître, c'est la classe D, une des classes, qui est OXA 48, et qui commence à apparaître de manière importante et qu'on ne peut pas identifier facilement, parce que on n'est pas, on est un peu, c'est un peu différent de ce qu'il y avait auparavant. Auparavant, ce sont les patients qui avaient fréquenté l'hôpital, on savait les identifier, on disait attention, ils sont peut-être porteurs de bêta-lactamase à spectre élargi. Là, on commence à voir des souches qui viennent chez des patients qui ont été hospitalisés à l'étranger, mais aussi chez des patients qui n'ont aucun facteur de risque de portage de ces bactéries-là. Diapositive suivante. Vous voyez là une autre carbapénémase qui est présente aux États-Unis en rouge, de manière épidémique, ou en Israël, en Grèce, donc aux portes près de chez nous, et en Chine en rouge. Et celles-ci, elles sont encore plus importantes en termes d'atteinte des antibiotiques, mais pour l'instant, on ne les trouve pas encore dans la communauté. Diapositive suivante, et j'en aurai terminé. Je crois que j'ai tenu les 10 minutes. À l'hôpital, c'est un petit message pour Monsieur Pipien. À l'hôpital, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour lutter contre ces résistants ? Pour l'instant, ce qu'on fait et ce qu'on continue de faire, c'est de l'hygiène hospitalière. On essaye de dépister, d'isoler les porteurs de ces bactéries-là pour éviter d'infecter ou de contaminer des patients plus fragiles. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils pour faire du haut débit de détection. Que ça reste encore des outils, les méthodes pour détecter ces résistances sont très manuelles, nécessitent beaucoup de temps pour les détecter. Et enfin, on a fait beaucoup de choses à l'hôpital pour limiter et contrôler l'utilisation des antibiotiques, pour les préserver, en tout cas préserver leur biodiversité. Dans la communauté, là, effectivement, là, c'est un peu en dehors de l'hôpital, c'est complètement ouvert. Et là, c'est de la politique de santé qu'il faut faire intervenir. Ça devient un problème sociétal. Surveiller et surtout diminuer la pression de sélection des antibiotiques. Il ne faut pas oublier enfin que dans les pays à faible niveau d'hygiène, notamment même si vous allez en vacances, dans des pays exotiques, vous pouvez acquérir ces bactéries multirésistantes sans être malade. Et effectivement, les ramener ici. Et si on n'intervient pas dans ces pays à faible taux d'hygiène, on aura partout ces bactéries multirésistantes. Ce matin, nous avons eu une intervention de Mylène Veil sur la façon d'essayer de traquer le moustique. Et qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Elle nous a dit, si on a utilisé trop d'un certain nombre d'éléments, que ce soit le DDT ou autre, on va provoquer par action directe l'émergence d'une résistance. Mais deuxième chose qu'elle nous a dit, c'est qu'il y a dans certains endroits, il y a tellement de produits disséminés par l'agriculture que de toute façon même, la résistance apparaît. Et si je reviens à ce qui vient d'être dit, il y a eu à une époque sûrement une action directe par une antibiothérapie trop lourde à l'hôpital, on en est revenu, mais il y a tout simplement dans la nature aujourd'hui de plus en plus de produits qui provoquent une résistance. Et j'ai envie de dire, nous avions une écologue ce matin, nous avons un médecin microbiologiste cet après-midi, on vient de voir de manière flagrante que nous parlons exactement de la même chose. Avec les mêmes recommandations que vous avez entendues à la fin, antibiothérapie, il vaudrait mieux faire attention, et ce qu'on nous avait dit ce matin, il faut quand même faire attention. Essayons d'avoir des stratégies, essayons de surveiller, nous avons les mêmes messages, nous parlons de la même chose.